Carlos, vous pourriez regarder cette navette-là. On pense que peut-être qu'on devrait la changer, regardez. Nous sommes chez Chopard, à Genève, dans l'atelier de création. Ici, la matière reine, c'est l'or. C'est du bon or, 18 carats. C'est un travail qui exige une grande minutie, beaucoup de concentration. Chopard est l'un des joailliers les plus prestigieux de la planète. Les petites mains travaillent sur des pièces exceptionnelles, en or jaune, rose et blanc. Alors là, Frédéric est en train de travailler sur une des 5 pièces qui sont annoncées cette année. C'est pour Kate Blanchett, c'était pour la Golden Globe. La matière première est stockée dans les sous-sols de ces ateliers. Des lingots d'or à 30 000 € le kilo. Le responsable de la fonderie, c'est Théo. Pour des raisons de sécurité, il préfère conserver l'anonymat. Là, je vais livrer 12 kilos d'or fin à notre atelier fonderie pour faire une mise en alliage d'or. Sur son petit chariot, près de 400 000 €. Ces lingots sont fabriqués en Suisse. Pourtant, la Suisse n'a aucune mine en activité. Alors, d'où vient ce précieux métal? Apparemment, c'est un mystère. On n'a pas de possibilité de connaître l'origine de cet or en dehors de la société qui a donc fondu cet or, puisqu'il provient de différentes origines de récupération d'or très ancien et récent, d'or de provenance minière. C'est pas possible aujourd'hui de tracer cet or-là. Symbole du luxe, du glamour et de la richesse, l'or fait rêver. Il étincelle sur les plus belles femmes du monde, comme dans les coffres des banques. Mais cet or a une face cachée. Financement de guerres civiles, catastrophes écologiques, droits de l'homme bafoués, en Afrique ou en Amérique latine, l'or peut devenir une malédiction. Qui achète cet or, pas toujours très propre? La Suisse produit 70% des lingots dans le monde. Du Pérou à Dubaï, nous avons remonté des filières. T'as de l'or à vendre? Démasqué des intermédiaires. Il n'y a aucune transparence. Bienvenue dans un monde de grands mensonges et de gros trafic, celui de l'or sale. À quoi ressemble l'extraction de l'or? Pour le comprendre, nous partons pour le Pérou, dans la région du Madre de Dios, à l'est du pays. Au cœur de la forêt amazonienne, depuis 40 ans, c'est la ruée vers l'or. 40 000 mineurs sont venus chercher fortune. Ici, l'or est partout, sous forme de particules, dans les fleuves et dans les sols. Il est extrait dans des conditions catastrophiques, et la plupart du temps, de manière illégale par des milliers d'orpailleurs. Umberto nous a donné rendez-vous en pleine jungle. Il exploite une petite mine familiale depuis 14 ans. 5 employés travaillent pour lui. Bonjour les gars! Les orpailleurs pompent la terre au fond de cette mare artificielle pour en extraire le maximum de minerais. Des tuyaux, un moteur, la méthode est rudimentaire. On filtre. Et comme ça, on estime la quantité de particules d'or dans le sable noir. C'est la méthode traditionnelle. Une méthode traditionnelle qui, pour séparer l'or du sable, a recours au mercure, un produit hautement toxique. Selon les réglementations internationales, le mercure doit être utilisé uniquement en usine sécurisée. C'est 2 grammes de mercure pour 1 gramme d'or. On les malaxe. Le mercure attrape l'or. Ça crée un mélange or-mercure. C'est ça qu'on met au four.
C'est pas dangereux d'avoir les pieds dans le mercure? Non, enfin, en général, on fait ça avec des bottes. Mais là, il n'a pas de bottes. En fait, ils préfèrent sans les bottes. C'est plus pratique. Les hommes d'Umberto trouvent ainsi entre 4 et 60 grammes d'or par jour. C'est de l'or pur? Oui, Le mercure, utilisé pour l'extraction, devrait être récupéré dans des fûts protégés puis traités. Ici, il est déversé dans les cours d'eau. Et ces vapeurs, elles aussi hautement toxiques, se répandent dans l'atmosphère. Chaque année, on estime qu'il se déverse ici plus de 50 tonnes de mercure. Des petites mines comme celle d'Umberto, il y en a des milliers dans la région. Le résultat, le voici. Des forêts détruites et des sols contaminés sur 1500 km², soit l'équivalent de 15 fois Paris. Depuis 2 ans, l'État veut stopper le saccage de l'environnement lié à l'or. Les autorités ont interdit toute exploitation sur les fleuves du pays. Une quasi-guerre civile s'est instaurée entre l'armée et les orpailleurs. Écoutez les moteurs. Jesus Menacho est capitaine de la Marine nationale. Les autorités péruviennes veulent nous montrer qu'elles font le ménage. Regarde, le moteur est en train de pomper au fond de l'eau. Puis les sédiments passent sur les tapis, qui filtrent. Et l'eau est rejetée dans le fleuve. Ils savent que c'est interdit? Ils savent. Enfin, je suis pas certain que le savent. Mais leur patron, c'est sûr, il le sait. Hé, le maigrichon! Arrête ton moteur! Vous êtes en train d'exploiter l'or du fleuve. C'est interdit par la loi. Je vais procéder à votre arrestation. Que va-t-il leur arriver aux deux mineurs? Le procureur va les placer en détention. Ils risquent de 4 à 8 ans de prison. La méthode est radicale. Chaque barge est détruite à la dynamite. Au Madre de Dios, la fièvre de l'or a tourné au western, avec ses shérifs et ses hors-la-loi. Malgré les risques, les orpailleurs affluent. Et des villes sont sorties de terre au milieu de nulle part. Elles n'ont pas de nom officiel. Celle-ci, ses habitants l'appellent le kilomètre 108. Comme dans les westerns, on y trouve surtout des auberges et des rades de fortune. Le trafic de femmes est devenu ici une activité florissante. Des adolescentes, venues pour être serveuses, finissent prostituées. Nous filmons en caméra cachée. Dans ce bar, les filles qui nous aguichent sont très jeunes. Certaines n'ont même pas 15 ans. Je suis de Cusco. Ah ouais? Pourquoi tu es venu ici? Je suis venue pour travailler ici. Mon job, c'est de vendre des bières. Je gagne plus que quand je travaillais à Cusco. On y va? L'invitation est claire, pas de doute sur ses intentions. 50 km plus loin, un homme nous a donné rendez-vous. Dans cette bâtisse, Oscar Guadalupe recueille des filles mineures, extirpées de ces bars crapuleux. Il estime que dans la région, plus de 200 adolescentes seraient prostituées de force. Comme Ruela, 14 ans, originaire de l'Équateur. Ou Rosa, 17 ans. Ça, c'est ma chambre. La femme qui est venue me chercher ne m'a jamais dit que c'était un bar. Elle m'a fait croire que c'était un salon de thé. Ils t'ont forcé à faire des choses? Oui. C'est toujours la même histoire. C'est classique. On dit aux filles, tu vas faire un travail, mais en fait, on les oblige à faire autre chose.
Vous savez, l'activité minière est exclusivement masculine. Pour eux, ils voient l'alcool et le sexe comme une distraction, un loisir. Ils ne se rendent pas compte qu'ils participent à cette traite des femmes. La face cachée de l'or, c'est la destruction de l'environnement, l'exploitation humaine et des règlements de compte. Dans cet univers de violence, il y a des clans qui luttent pour le contrôle de ce territoire minier. Comme il n'existe aucune sécurité, les orpailleurs gardent tout leur argent sur eux. Et quand ils en ont vraiment beaucoup, cela devient sensible. Il y en a qui volent. Il y a des meurtres? Bien sûr, ils volent et ils tuent. Une femme contrôlerait avec son clan le plus grand territoire de la région. Son surnom, la Goya. Ici, tout le monde l'appelle la reine de l'or. La baronne du mal fait régulièrement la une des journaux. Une sorte de mafiosa à la tête d'un empire minier colossal. La baronne de la mine a un patrimoine qui s'élève à 30 millions de soles par mois grâce à l'extraction. Aujourd'hui, son clan est poursuivi par la justice péruvienne pour exploitation de mines illégales, blanchiment, fraude fiscale et trafic d'armes. La Goya ne parle jamais publiquement. C'est sa fille, Maruja Baca, qui monte au créneau pour nier toutes les accusations. Tout ce qu'on raconte est complètement faux. Ça affecte ma famille, mon père, mes frères, nous tous. Nous voulons savoir à qui la Goya vend son or sale. À Lima, au siège d'El Comercio, le grand quotidien national, un journaliste a enquêté sur la reine de l'or. Il a fait des révélations étonnantes sur la destination de ces pépites. On a remonté la piste des destinataires finaux de cette dame. Et on a prouvé que quasi toute sa production d'or du Madre de Dios partait à Genève et à Zurich. Je crois que les 4 dernières années, ils ont envoyé environ une demi-tonne d'or en Suisse. À la voir là, comme ça, on ne peut pas s'imaginer qu'elle exporte tout cet or en Suisse. Une demi-tonne, soit 15 millions d'euros. Comment une mafieuse parvient-elle à vendre tout cet or illégal en Suisse? Et à qui? Victor, un ancien flic, sait où vit la reine de l'or. Nous allons tenter de la rencontrer. Elle habite aux confins du Madre de Dios. Policiers et journalistes n'y sont pas les bienvenus. Victor est nerveux. Tu dis pas que t'es journaliste. Officiellement, on est des touristes. Pourquoi? Putain, ils vont t'arracher la caméra, ils vont te frapper, ils vont te casser la gueule et te jeter dans le fleuve. On est des touristes qui viennent filmer les caïmans et rien d'autre. J'ai une arme. Tu t'en sers? Mieux vaut prévenir que guérir. Nous traversons le fleuve pour rejoindre son village. Sur la rive, des chauffeurs de taxi attendent les rares visiteurs. Nous découvrons l'empire minier de la Goya, la reine de l'or. Ici, de toutes parts, on éventre la terre à coups de tractopelles et de bulldozers. Il y avait la forêt avant. Après ça, plus rien ne pousse. En ville, nous filmons en caméra cachée. Arrivés devant la maison de la Goya, des gardes en armes assurent la sécurité. Nous disons avoir rendez-vous avec la reine de l'or. Ils nous laissent entrer. Dans la cour, des camions-bennes et des pelleteuses. À l'étage, on nous fait attendre sur le balcon. La vue est imprenable sur les kilomètres de mines, propriété de la Goya. Mais la reine de l'or, elle, n'est pas là.
Qu'est-ce qui se passe? Elle nous attend dans un restaurant. Je ne sais pas lequel. Son employé va nous le dire. Dans un restaurant de la ville, nous rencontrons la Goya, ici, avec un chapeau. À ses côtés, sa fille, Maruja. Nous disons être journalistes, elle refuse d'être interviewée. Je vais te dire, on a déjà fait ce type d'interview dans le passé. Nos propos ont été déformés. Alors pour l'instant, on ne le fera pas. J'ai lu qu'on produisait des kilos et des kilos. C'est pas vrai. Nous voulons comprendre où va l'or qu'elle produit. Certains journaux disent que l'or du Madre de Dios est vendu à la Suisse. Vous vendez vraiment à la Suisse? Non, on ne sait pas où ça va. Vous vendez à... Nous, on le vend ici. Mais ici, vous le vendez à qui? À EM? Oui, c'est ça, à EM. EM est un exportateur d'or, un intermédiaire entre les mineurs et les acheteurs du monde entier. EM possède des comptoirs dans toute la région. Des comptoirs comme celui-ci, où filmer est interdit. C'est possible de vous parler? Non, c'est pas possible. Le journaliste d'El Comercio a découvert que la société EM, celle qui vend l'or de la Goya, a été fondée par le propre comptable de la Reine de l'Or. D'un côté, il est le comptable d'un des plus grands producteurs d'or du Madre de Dios, considéré actuellement comme illégal sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent, et en même temps, il est le patron de la société EM, l'un des plus gros exportateurs d'or vers la Suisse. En clair, la dame envoyait son or en Suisse par le biais de son comptable. Nous voulons maintenant savoir quelle entreprise suisse achète l'or de EM. Une société d'intelligence économique détient des informations sensibles sur les exportations d'or au dernier étage de cet immeuble. Les données concernant EM sont confidentielles. Elles émanent des services des douanes. On peut fournir l'exportateur péruvien, l'importateur étranger, le destinataire et toutes les données de valeur. On a accès à tout. Nous lui demandons d'imprimer le relevé de l'ensemble des exportations d'or de la société EM. Sur cette ligne apparaît l'année et le mois de l'expédition. Là, on a la compagnie qui exporte, EM, le pays destinataire qui est la Suisse et le nom de la société qui achète, Metalor Technologies. Metalor, une société suisse numéro 1 mondial de la fabrication de lingots. Son rôle, purifier l'or brut et le fondre. Basé en Suisse, depuis plus de 150 ans, notre histoire est commune à celle des métaux précieux. Ce document est la preuve qu'en 2013 jusqu'en novembre, 100% de l'or exporté par EM est parti chez Metalor. Il existe donc bien un lien entre l'acteur numéro 1 de l'or en Suisse et la famille mafieuse de la Goya. Un or dévastateur pour toute une région. Une vérité très éloignée de ce qu'affirme le film de présentation de Metalor. Nos produits nous sont fournis par la nature. En échange, nous lui garantissons notre loyauté. Prendre soin de l'écologie, c'est une des missions de Metalor. Nous décidons d'aller demander des comptes à Metalor. Justement, la société suisse participe à une conférence dans ce palace, à Lima. Nous parvenons à nous faire inviter. Les industriels de l'or sont tous venus ici pour défendre leur nouveau créneau, produire propre. Pour Metalor, c'est la directrice juridique de l'entreprise, Janet McCarthy, qui prend la parole. Nous sommes engagés à être parmi les plus grands acteurs d'une chaîne d'approvisionnement responsable et éthique pour répondre à la demande de nos clients. En résumé,
On peut dire que nous contrôlons chaque gramme avec un protocole très contraignant. Chaque gramme serait contrôlé. À la pause café, nous sollicitons la responsable de Metalor pour quelques précisions. Bonjour. Vous parlez français? English? Ah, ok. Where does come D'où vient l'or que vous importez du Pérou? D'où Pardon? Importez-vous de l'or du Madre de Dios? Non, non, certainement pas. Nous traçons le moindre gramme qui arrive chez nous. Nous n'avons plus de fournisseurs dans cette région. Ok. Mais par exemple, quand on regarde ces documents de données douanières, il y a cette entreprise EM qui achète de manière certaine dans le Madre de Dios. Ils sont impliqués dans l'achat de l'or de la fameuse La Goya, de l'or illégal. Je connais cette entreprise. L'entreprise a décidé de ne plus se fournir dans cette région. Mais ce que je peux dire, c'est que, quelle que soit la compagnie avec laquelle nous travaillons, elle est soumise à nos règles de contrôle très strictes. Oui, mais vous faites ça comment? Vous les rencontrez? Oui, oui. Et vous leur dites n'achetez plus d'or de cette région? Un homme interrompt la conversation. Tu veux commenter sur EM? Plus tard, peut-être. Là, elle doit préparer son speech. On a vu que vous continuez à acheter de l'or. Non. Non, non, non. Comme je vous l'ai dit, notre entreprise a pris la décision de ne plus se fournir dans cette région. Vous voulez nous excuser un instant? Pardon? Excusez-nous un instant. Opération exfiltration. Nous ne reverrons plus les dirigeants de Metalor. Retour en Suisse. Metalor n'est pas la seule à fondre de l'or sale. Il y a une affaire plus grave. Argor, l'autre poids lourd du secteur, est accusé d'avoir violé un embargo de l'ONU en achetant de l'or venu d'un pays en guerre civile. Seules images disponibles de son usine, ce film d'entreprise. Argor emploie ici 250 salariés. L'or qu'il fonde provient du monde entier. Il traite chaque année 400 tonnes d'or, valeur 12 milliards d'euros. Une Américaine, Cathy Austin, veut prouver qu'Argor a sciemment fondu l'or de la République démocratique du Congo. Ce pays en guerre civile depuis 1994, au bilan tragique de 6 millions de morts. Ça a été dangereux au Congo, sur le terrain, quand j'ai visité les mines. Je devais faire attention à ma sécurité parce que je mettais mon nez dans le business des exportateurs de cet or. Parce qu'on parle d'individus et de sociétés qui se font des millions de dollars de profit. Et mon enquête était une menace pour leurs affaires. En 2004, Cathy se rend pour la première fois en République démocratique du Congo. Sur ces images amateurs, nous la voyons alors qu'elle enquête pour le compte des Nations Unies. À l'époque, l'ONU cherche à savoir comment les rebelles financent leur achat d'armes alors que le pays est sous embargo. Pour le comprendre, Cathy va s'intéresser aux mines d'or tenues par des groupes armés dans la région du Kivu. Elle s'y rend à plusieurs reprises, dont une fois avec une équipe de télévision. Ici, les miliciens réduisent les ouvriers à un quasi-esclavage. Au fond de ces mines, des dizaines de milliers de creuseurs, souvent enfants, travaillent sans aucune mesure de sécurité pour $1 par jour. Qu'est-ce que vous faites ici? On cherche toujours là, ici. Oh, les matières, ça passe toujours là. C'est quoi ça? De l'or, J'ai vu comment des groupes rebelles ont pris le contrôle sur les mines d'or et ont exploité les populations locales pour y travailler. Ils recrutaient des enfants soldats. Il y avait beaucoup de violences dans cette zone et beaucoup de massacres. C'est pour ça que je voulais vraiment comprendre qui était derrière ce groupe de rebelles.
Cathy veut remonter la filière de l'or. Elle apprend comment les rebelles congolais réussissent à contourner l'embargo de l'ONU qui frappe leur pays. L'or du Congo est transporté secrètement en Ouganda sur des vols clandestins. Une fois sur place, il devient alors de l'or ougandais. Une opération de blanchiment parfaite. Les pépites peuvent être officiellement vendues sur le marché mondial. Selon l'ONU, la société Argor a fondu 3 tonnes de cet or ougandais entre 2004 et 2005. Elle est soupçonnée d'avoir violé l'embargo de l'ONU et financé indirectement la guerre civile. En Ouganda, Cathy Austin continue son enquête. En 9 ans, elle a rassemblé des centaines de documents, selon elle, des preuves accablantes contre Argor. Ce qu'on a vu concernant Argor, c'est qu'il prenait l'or d'Ouganda alors qu'il savait pertinemment qu'il venait du Congo. Et il le blanchissait illégalement pour le marché international. Cathy veut maintenant faire condamner Argor. Elle est aidée par l'ONG Trial, spécialisée dans la lutte judiciaire contre l'impunité. Ces juristes ont analysé tous les documents qu'elle a recueillis. Comme ce permis d'exportation, qui indique clairement que l'or vient du Congo. Un permis donné à un intermédiaire d'Argor, Uganda Commercial Impex. Puis, ce deuxième document, une facture de la compagnie aérienne Emirates. Elle indique que ce même intermédiaire, Uganda Commercial Impex, a envoyé de l'or chez Argor, en Suisse. Ces liens donc, qui nous permet fidèlement de reconstruire la chaîne entre la Suisse et la République démocratique du Congo, et pour qu'après on puisse reprocher à une compagnie d'avoir blanchi des éléments provenant d'un crime, en l'occurrence ce crime de guerre, il faut démontrer qu'elle avait connaissance ou qu'elle aurait dû présumer de l'origine criminelle de cet or. L'ONG Trial a décidé de révéler l'affaire au grand public. Le 4 novembre 2013, elle convoque la presse. Son président, Philippe Grant, annonce qu'il vient de transmettre à la justice l'ensemble des preuves afin qu'une enquête pénale soit ouverte. L'idée cet après-midi, c'est de vous présenter la dénonciation pénale qui a été introduite tout récemment contre l'entreprise Argor, l'une des plus grandes entreprises de raffinage d'or. Et pour faire comprendre ce trafic, l'ONG a préparé une petite animation bien grinçante sur un marchand d'or. Je m'appelle Tony. Les mauvaises langues disent que je suis un pilleur, mais moi je préfère dire que je suis dans l'import-export. Mon terrain de jeu en ce moment, c'est l'Afrique. Dire qu'il y en a qui pensent que c'est le tiers-monde. La première étape, choisir le bon pays. Le mieux, un endroit en pleine guerre civile avec des factions rivales qui s'affrontent pour... on sait pas trop pourquoi. Là, il y a moyen pour moi de faire du business et pour elle d'acheter plus d'armes. C'est tout bénef. Bon, c'est bien beau l'or brut, mais ça se vend pas comme ça, les gros cailloux, surtout quand ils sont pas blanc-blanc. Facile, on envoie l'or aux entreprises de raffinage. Certaines vont transformer mon magot en joli lingot, tout beau, tout propre. Je te vois venir. Tu vas les accuser elles aussi d'être complices de pillage. À l'issue de la conférence, un coup de tonnerre va bouleverser Cathy et l'équipe de juristes. Un appel téléphonique. Ok, c'est bien ça, merci. Panique totale chez Argor. Réunion de crise, panique totale chez Argor. Enquête pénale ouverte. La justice suisse ouvre une enquête pénale contre Argor pour complicité de crimes de guerre et blanchiment aggravé. Aujourd'hui, du jamais vu. C'est incroyable. C'est un moment incroyable. Les 9 ans d'enquête de Cathy ont payé. Je suis sans voix. Pour la première fois, une fonderie suisse risque de devoir rendre des comptes devant un tribunal. Le signal que ça donne aux entreprises qui participent dans cette chaîne qui va du pillage jusqu'au blanchiment est extrêmement fort. Là, aujourd'hui, c'est une grande victoire pour la justice. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas quoi ajouter. La justice devra dire si Argor connaissait l'origine criminelle de cet or. Nous avons retrouvé
un ancien cadre de l'entreprise. Il travaillait chez Argor à l'époque des faits. C'est la première fois qu'un responsable du milieu des fonderies parle à des journalistes. Il a refusé d'être filmé, mais nous avons pu enregistrer notre conversation. Nous lui montrons la facture aérienne qui fait le lien entre Argor et l'intermédiaire ougandais. Quand à Argor on voit ce document, on ne se pose pas une question? Je pense que ça n'a pas pu échapper à Argor. Je pense que Argor l'a vu. C'est peut-être en interne, pas à la production, mais au service financier. Après, c'est possible qu'il l'ait traité à la légère, sans comprendre. Incompétence? C'est possible. Je vais vous le dire autrement, mais ne riez pas. Dans le secteur de l'or, à partir d'un certain niveau, c'est comme si on travaillait dans la patate. Vous comprenez? Après des années de travail, avoir passé des kilos et des quintaux, c'est comme des patates. Vous voyez ce que je veux dire? Nous cherchons à joindre les responsables d'Argor. L'entreprise affirme avoir toujours ignoré l'origine réelle de l'or et elle refuse toute interview. Il y a un certain nombre de personnes qu'on a interviewées qui portent des accusations quand même très graves à l'égard de l'entreprise. Il y a une ouverture d'enquête de la part du ministère public et c'est quand même très embêtant qu'il n'y ait pas de réponse de l'entreprise et des explications. Je crois que, comme je vous dis, il n'y a pas de nouveaux éléments pour répondre. Argor n'en dira pas plus. Nous rencontrons l'activiste Christophe Widmer. Depuis des années, il dénonce les mauvaises pratiques des fondeurs d'or suisses. En avril 2013, il profite du salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle, le Baselworld, pour alerter l'opinion. Son ONG déploie cette affiche géante « Stop Dirty Gold, stop à l'or sale ». Je crois que les fondeurs en savent bien plus que ce qu'ils disent, parce qu'ils ont leurs hommes sur place qui les tiennent au courant. Mais ils ne s'arrêtent d'acheter que lorsque c'est déjà devenu un scandale. Nous voulons qu'ils s'engagent davantage et qu'ils arrêtent réellement d'acheter de l'or sale. L'opacité est totale sur le circuit de l'or. Le métal précieux arrive par avion à Genève ou Zurich. Puis il est transporté, sans passer par les douanes, jusqu'au port franc. Ces grands entrepôts ultra sécurisés, fermés à tous. Une zone extraterritoriale d'où des fourgons blindés viennent chercher l'or pour l'apporter directement aux fonderies. La fabrication des lingots favorise aussi l'opacité, car la matière première provient des 4 coins de la planète. Une bague d'Amérique latine, une dent en or vendue par un dentiste russe, une gourmette volée issue d'un trafic, ou des pépites venues de mines d'or illégales, tout se retrouve dans le même four. Une fois fondu, impossible de distinguer l'or propre de l'or sale. Estampillé, fait en Suisse, il acquiert une nouvelle virginité, le blanchiment parfait. À Zurich, Egon von Greyerz est gestionnaire de fortune. Sa spécialité, le placement en lingots d'or. Salut Johnny, je suis sur la route. J'ai pris des lingots d'or pour environ 100 000 euros. Dans sa mallette, les fameux lingots. Si les lingots suisses sont si appréciés, c'est qu'ils sont les plus purs du monde. Ici, nous avons 2 lingots d'1 kilo.
Chacun vaut environ 30 000 euros. C'est les 4,9. 99,99% d'or. C'est l'or le plus pur qui existe. La Suisse est le plus grand producteur de ce type de lingots. La Suisse raffine jusqu'à 70% de l'or mondial. Les investisseurs, ils veulent des lingots suisses. En temps de crise, l'or est une valeur refuge. En 15 ans, le cours a été multiplié par 6, une aubaine pour les clients des gones. Même quand le cours de l'or a un peu baissé l'an dernier, les ventes n'ont jamais été aussi fortes. Est-ce que vos clients se posent la question de l'origine de l'or? Non, jamais. Nous n'avons jamais eu un seul client qui a posé la question de l'origine de l'or. En Suisse, personne ne se pose la question de l'origine de l'or. Et ceux qui osent risquent gros. Jean Ziegler, membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, nous explique pourquoi. Le secret bancaire helvétique couvre aussi le trafic d'or. Quiconque viole le secret bancaire, donnerait une information à un journaliste ou à un juge étranger, etc., sur le mouvement de l'or, sur le sol suisse, eh bien, il est poursuivi d'office par le parquet. La fonderie n'a même pas besoin de porter plainte, de se constituer, etc., société civile ou autre, ou plaignante, d'office. La Suisse, l'or et les banques, c'est une vieille histoire. Une histoire qui a souvent fait scandale. Tout commence au début du XXe siècle, quand les grandes banques suisses créent des fonderies d'or pour produire leurs propres lingots. Objectif, attirer les grandes fortunes mondiales cherchant à placer de l'argent en Suisse. Selon l'historien de l'Université de Lausanne, Sébastien Gay, ce système était pensé dès l'origine pour séduire les détenteurs d'argent sale. Les banques suisses ont fait le choix de se positionner dans le marché international du blanchiment d'argent. Et de ce point de vue-là, occuper une fonction de plaque tournante dans le domaine de l'or est extrêmement importante. C'est un choix délibéré des milieux bancaires suisses, suivis des milieux gouvernementaux suisses, de se positionner dans ce créneau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les banques suisses ont fondu l'or pillé par les nazis en Europe, notamment sur les victimes juives de la Shoah. Des bijoux, des objets et jusqu'aux dents des cadavres. Dans les années 80, l'État et les banques suisses vont s'organiser pour contourner l'embargo sur l'or du régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Il va y avoir des arrangements négociés entre l'État, plus précisément l'administration fédérale des douanes et les banques, pour dissimuler les achats d'or opérés en Afrique du Sud dans les statistiques suisses. Les polémiques actuelles autour d'Argor et de Métalor sont les derniers épisodes de cette histoire sulfureuse liant la Suisse et l'or. Pendant 6 mois, nous avons sollicité le gouvernement et son administration pour des interviews à ce sujet, sans succès. Pour essayer de les rencontrer, nous profitons de l'ouverture à Bâle de la foire mondiale de la joaillerie et de l'horlogerie, la 3e industrie du pays, 18 milliards d'euros à l'exportation. L'ancien président de la Confédération, actuel ministre de la Défense, Uli Maurer, inaugure l'événement. Nous l'interpellons. Monsieur Maurer, je suis de la télévision française Canal+, je peux vous poser une question? Je pense que je suis engagé là. Après, merci. On a fait une enquête où on remonte les filières d'or, et notamment les filières d'or illégales, et on a découvert que beaucoup de cet or venait en Suisse. C'est l'industrie qui est responsable ou l'État qui protège l'industrie? Je pense que c'est une collaboration entre les deux. Donc l'État protège? Protège l'industrie? Oui, ça c'est nécessaire. Et c'est pas gênant que l'or du sang arrive en Suisse? L'or du crime, l'or de la guerre? On peut faire tout ce qui est possible, mais je ne pense pas qu'il est possible pour avoir
On a vraiment le sentiment que l'État protège l'industrie qui va chercher de l'or illégal aux quatre coins de la planète. C'est particulier. Non, on ne peut pas dire ça, absolument pas. On l'a constaté, nous, on a été au Pérou, on a raconté l'histoire. Argor, aujourd'hui, a un procès. Il y a une enquête. C'est votre impression, mais ce n'est pas la réalité. Argor, il y a bien une enquête pénale contre Argor. Non. Oui, alors. Face aux questions embarrassantes, son entourage met fin à l'entretien. Nous le relançons au stand Harry Winston, la marque de luxe du groupe Swatch, dirigée par Naila Hayek. C'est une montre en or, madame? Oui, Harry Winston a seulement des montres en or. Sont tout en or. Oui. De l'or propre? Oui. Oui, certainement. On a seulement de l'or propre. Vous trouvez de l'or sale? Non, il veut pas de l'or sale. De l'or du conflit, de l'or du sang. Vous pouvez le garantir? Pas. Non, écoutez, vous pouvez jamais garantir 100% que l'or, on l'achète aussi à la banque. Alors, vous demandez les banques s'ils peuvent garantir. On a remonté les filières qui arrivent jusqu'à Métalor, Argor, qui sont, je pense, vos fournisseurs. Ouais. Vous me laissez un peu présenter, monsieur Moore. Merci. Le haut fonctionnaire suisse, chargé d'améliorer la transparence de la filière de l'or, c'est lui, Hans-Peter Egler. Nous l'interpellons. Il n'y a aucune transparence. Bon, ça dépend de quelle transparence on parle. Par exemple, vous pourriez demander aux fonderies de dire qui sont leurs fournisseurs. Vous pourriez vérifier. Quelqu'un pourrait vérifier. Les ONG ne peuvent pas vérifier, les journalistes ne peuvent pas vérifier, et le gouvernement? Non, c'est pas le rôle du gouvernement. Donc, personne ne vérifie, donc il faut croire les fonderies sur parole, et vous avez de l'or sale qui entre dans le pays. Mais je tiens à vous rappeler que nous vous avions interdit de filmer ici. La gêne est importante car l'État suisse est sous pression depuis 4 ans pour mettre de l'ordre dans sa filière. En 2010, Obama fait passer une loi qui impose une plus grande traçabilité pour tout or quittant une zone de guerre. Des mesures imposées 2 ans plus tard à l'ensemble des pays de l'OCDE. À partir de 2014, la Suisse s'est engagée à publier les données d'importation d'or pour chaque pays. Un premier pas. Depuis le renforcement de la réglementation, un autre pays aurait pris le relais dans le commerce de l'or sale, Dubaï. Nous partons pour ce petit émirat de la péninsule arabique. Depuis quelques années, la ville est devenue la 2e place au monde pour le marché de l'or. Ici, le métal jaune est partout, sur la carrosserie des voitures et même dans les distributeurs de souvenirs. Des mini-lingots en or pur à plus de 400 €. Dubaï porte bien son surnom, la City of Gold, la ville de l'or. C'est de l'or 18 carats. Bon, bah, cette pièce-là, elle coûte 250 000 €. Et il y a de la clientèle pour acheter ça? En Europe, non. Ici, oui. Depuis que les réglementations mondiales sur l'or sont devenues plus strictes il y a 2 ans, Dubaï a multiplié par 6 son chiffre d'affaires dans ce business. Les traders se ruent ici pour écouler leurs pépites, notamment via le Gold Souk, le marché des bijoux. Ici, la moindre petite échoppe est prête à acheter beaucoup d'or, quelle qu'en soit l'origine. Si je viens avec 1 kilo, vous l'achetez? C'est pas un problème. 10 kilos? Oui, bien sûr. Si j'achète de l'or d'un pays étranger, j'ai besoin des papiers des douanes de Dubaï. Et vous faites tout légalement? Oui. Vous savez si tout le monde le fait ici? Presque tout le monde demande des documents. Ah, presque. Oui. Presque tout le monde, un presque aveu. En caméra cachée, nous retournons au Gold Souk, en nous faisant passer pour des vendeurs d'or. Vous savez où on peut vendre de l'or? T'as de l'or à vendre? Viens. Nous prétendons vouloir vendre 1 kilo d'or ougandais et un demi-kilo congolais. De l'or sous embargo qu'en principe personne ne devrait acheter. Pourtant, il ne nous faudra que quelques minutes pour trouver preneur. Alors,
Bonjour, j'ai un kilo officiel et j'ai un demi-kilo moins officiel. Vous achetez ou pas? C'est un problème. Vous avez des papiers pour le premier kilo? Pour 1 kilo, j'ai des papiers d'Ouganda. Pour le demi-kilo, j'ai des papiers mais du Congo. Ok, je vais parler avec un ami. S'il dit oui, on pourra le faire. D'accord. Je vais lui parler. Et vous payez comment? On paye en cash. Le vendeur nous rappellera quelques heures plus tard. Il accepte de nous acheter tout notre or. Une pratique courante que nous confirme anonymement un trader qui travaille régulièrement sur Dubaï. Il se dirige vers le Gold Souk, il vient avec leur valise et ils vendent des sacs de plastique qui contiennent des kilos et des kilos de pépites d'or. Ces gens-là, ils vont vendre l'or qu'ils amènent à Dubaï en dessous du prix du marché. Donc ils trouvent problème. Il va dire non. Mais pour arriver au Gold Souk, il faut déjà passer les douanes. À Dubaï, elles sont très peu regardantes. C'est ce qu'affirme, document à l'appui, cet ancien expert de l'ONU. Ce document validé par les douanes permet l'exportation de 500 kg d'or du Congo. C'est un faux, ce type de document n'existe même pas. Ils ont juste copié le logo de l'ONU sur Internet. Quand ils arrivent à Dubaï avec ces fausses factures de transport aérien, les douanes ne font aucune vérification sérieuse sur ce type de document. Donc, l'or rentre à Dubaï et après, on perd sa trace. Une fois arrivés sur le territoire, les fonderies de Dubaï récupéreraient cet or sous embargo. Pointée du doigt par un rapport de l'ONU, l'une d'elles, Emirates Gold, nous a ouvert ses portes. Cette fonderie a été créée par un ancien responsable d'une grande fonderie suisse. Aujourd'hui, c'est son fils, le directeur général, qui nous reçoit. Il y a combien d'argent sur la table? Is this 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 kilos. Donc 4,28, 2,8 millions de dollars. Nous parlons au patron du rapport de l'ONU, paru en 2009. Vous avez importé de l'or du Congo? Non. Vous avez été cité dans un rapport de l'ONU en 2009. C'était avant, en 2007 ou peut-être 2008. Pour avoir acheté de l'or en 2007-2008. Je crois pas que c'était le Congo. Vous devriez vérifier vos sources. Vous l'avez acheté en Ouganda, mais le rapport des experts de l'ONU a prouvé que cet or ougandais venait en réalité du Congo et que vous le saviez. Bon, c'est possible. C'est toujours opaque ces histoires. Mais notre chaîne d'approvisionnement est devenue de plus en plus claire au fil des années. Emirates Gold affirme faire désormais partie des bons élèves de Dubaï. Qu'en est-il des autres? Pour en parler, nous sommes reçus par Ahmed bin Sulayem. Il est chargé de superviser le commerce de l'or dans l'Émirat. Voilà, ça c'est un bureau d'en m'occuper. Dans son bureau, au 50e étage, il balaye toutes les critiques faites à son pays. Où sont les preuves? Quels sont les problèmes? Il n'y a pas d'histoire. Dubaï pèse désormais pour plus de 20% du marché mondial de l'or. Aujourd'hui, c'est nous qui rions des critiques, c'est nous qui avançons. Notre marché de l'or est passé de 12 milliards de dollars en 2011 à 55 milliards et même 70 milliards. C'est le chiffre officiel. Vous savez, il y a tellement de problèmes en Europe avec la crise économique et les nouvelles réglementations. En comparaison, Dubaï, c'est un paradis pour le business. Le paradis, pour l'or, ce sont surtout les fonderies. Ces lieux où toute trace compromettante disparaissent. Et justement ce jour-là, Ahmed bin Sulayem inaugure à Dubaï le chantier de la future plus grande fonderie d'or au monde. Ahmed, la pelle, elle est en or 24 carats. 24 carats? Si c'est toi qui le dis, alors je sais que c'est pas 24 carats. Tu veux un casque? Non, non. Bon, ok. Premier coup de pelle pour une usine de 15 000 mètres carrés qui devrait produire 1400 tonnes de lingots d'or par an.
La demande et le business à Dubaï grandissent si vite que cela justifie la construction de la plus grande raffinerie du monde. Ça veut dire quoi? Que le business mondial de l'or est maintenant à Dubaï? L'avenir nous le dira. Nous sommes déjà dans le top 3 de toute façon. Aujourd'hui, les lingots made in Dubaï inondent le marché. 20% partent même directement en Suisse, avec le risque d'y faire entrer à nouveau de l'or sale. Dans ce business, rien ne se perd, tout se transforme. L'or sale serait-il une fatalité? Retour chez Chopard à Genève. Le joaillier a trouvé une solution. Il s'est associé à une filière éthique, appelée Fairmind. Cet or est produit par des mineurs artisanaux selon des règles strictes. Résultat, moins de pollution, moins de misère sociale. Donc là, on retrouve donc, de l'or fin sous forme de granules qui a été extrait dans des mines artisanales. Depuis la mine jusque sur le marché, on va s'assurer que la traçabilité de cet or soit effectuée. Aujourd'hui, les quantités disponibles sont assez faibles. Pour Chopard, on s'est engagé à produire à moyen terme ou court terme environ 5 à 10% de nos composants en or provenant de l'origine Fairmind. Donc nous essayons de contribuer à cette évolution pour que plusieurs mines puissent se certifier et produire toujours davantage. Chopard a lancé sa collection éthique au Festival de Cannes 2013, avec pour ambassadrice Marion Cotillard. Jusqu'à présent, seuls quelques bijoux hors de prix ont été produits, une goutte d'eau dans l'océan. Une initiative suivie désormais par d'autres marques, comme Cartier. L'industrie du luxe a compris que le scandale de l'or sale pourrait bientôt lui coûter très cher.